assassiné ce 3 octobre à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Les étudiants des 5 premières années de pharmacie sont en colère. Ils ont violemment dénoncé ce matin un chronogramme de devoirs trop chargé à leur goût. Des compétences électorales africaines pour des scrutins réussis sur le continent. Un groupe de professionnels et d'experts des processus électoraux compose l'association qui nourrit cette ambition, association qui s'est présentée ce matin à la presse. Le 2 octobre 1958, la Guinée ouvrait la voie à l'indépendance des pays africains. 60 ans d'indépendance et toujours des attentes dans le domaine du développement. Les pouvoirs politiques sont interpellés. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de développer ces titres, les nouvelles de l'exécutif, divers sujets au menu du Conseil des ministres de ce mercredi, 12 dossiers traités d'après le porte-parole du gouvernement qui nous fait le point. Le nombre de dossiers, 12 inscrits à son ordre du jour. Nous avons donc étudié ces dossiers et au titre donc, du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons donc adopté une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de financement relatif au prêt conclu le 28 août 2018 entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement pour le financement du programme d'appui aux réformes du secteur de l'énergie. Le prêt est d'un montant de 11,5 milliards de francs CFA avec comme objectif donc de faciliter l'accès inclusif à l'électricité et à l'énergie et d'accroître les investissements en énergie dans les zones rurales. Nous avons également, au titre du MINEFID, pris un décret portant érection de l'agence burkinabé de l'électrification rurale ABER, un établissement public à caractère administratif. La mission donc de l'ABER, c'est de promouvoir l'accès à l'électricité dans les collectivités rurales et puis d'améliorer ainsi les conditions de vie et de bien-être des populations. Dans le même temps, vous saviez que le FDE, qui était le Fonds de développement de l'électricité, faisait ce travail-là. Donc nous avons pris un décret portant dissolution du FDE et tous les éléments du passif et de l'actif du FDE ont été donc transférés à l'ABER. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, le Conseil a entériné l'organisation d'une conférence internationale de haut niveau sur les mutilations génitales féminines à Ouagadougou du lundi 22 au 25 octobre 2018. Il y a donc 200 participants attendus, dont 28 pays africains qui seront représentés, 14 pays européens et américains et 2 pays du Moyen-Orient et de l'Asie. Le thème de cette rencontre, c'est galvaniser les actions politiques pour accélérer l'élimination des mutilations génitales féminines. Le Conseil a également fait au gouvernement donc, les communications orales. Différents ministres se sont exprimés et il ressort un certain nombre d'éléments, notamment le fait que ce samedi, donc, il y aura sur toute l'étendue du territoire, à la demande donc, des communautés religieuses, des communautés, quelle que soit la communauté, protestante, catholique, musulmane, des offices écuméniques pour la paix et la sécurité de notre pays. Ces offices-là font suite donc aux rencontres que le Premier ministre a eues et que certains membres du gouvernement ont eues avec les chefs, les autorités coutumières et religieuses dans les différentes parties de notre pays. Nous avons également adopté un rapport, et vous allez le voir dans le détail, c'est l'administration territoriale, c'est les commémorations donc, de la journée donc, du 31 octobre, avec un certain nombre d'activités dont le détail sera dans le Conseil des ministres, avec la symbolique dépôt de gerbes, mais des conférences également qui seront organisées à l'intérieur du Burkina et à Ouagadougou donc, pour magnifier et valoriser donc l'action de ceux qui ont participé à l'insurrection, mais également célébrer ceux qui ont résisté à la tentative de coup d'État de septembre 2015. Rémi Dandinou, devant la caméra de Luc Pagbelgem, a également réagi à la marche le week-end dernier de l'opposition. Manifestation au cours de laquelle, vous le savez, le limogeage des ministres de la Défense et de la Sécurité a été réclamé. Et sur cette question, la réponse du ministre de la Communication est tout de go. Est-ce que c'est le CFOP qui a demandé au président du FASO de nommer ses ministres? Je pense qu'il faut qu'on reste un peu réaliste. Nous avons un gouvernement qui travaille. Et c'est le président du FASO qui, donc, sur proposition du Premier ministre, nomme ses ministres. Quand le CFOP ne sera plus CFOP, ils vont nommer leur... En attendant, ils sont à l'opposition
Et nous avons la chance donc d'exercer l'action gouvernementale, donc de participer à mettre en œuvre le programme du chef de l'État. Je trouve la question assez particulière. Une association veut marcher, un regroupement de partis politiques veut marcher, la loi leur permet de marcher. Après, c'est l'expression de la démocratie. Je rappelle que beaucoup d'entre nous se sont impliqués pour que ce droit-là soit respecté. Donc s'ils usent d'un droit républicain, c'est leur droit le plus absolu. Moi, je n'ai pas d'appréciation à faire sur la marche de X ou Y. Après, l'autorité leur a donné l'autorisation de marcher, à eux de marcher. Voilà. Moi, je suis dans les actions qui sont réalisées. Et les actions réalisées, pour moi, en mi-mandat, nous avons fait le bilan. Et chaque jour, vous avez les écoles qui sont construites, vous avez les pistes qui sont mises en œuvre, vous avez les ponts qui sont construits, vous avez la gratuité qui est effective, vous avez l'assurance universelle qui est en train de se mettre en œuvre, vous avez des créations d'emplois qui sont faites. Ça, c'est la réalité. Et vous avez une réponse de l'État, du gouvernement, face à l'action terroriste. Après, chacun de nous, dans son arbitrage, pèse le pour ou le contre. Et moi, je vois ce qui est réalisé. Et je trouve que, honnêtement, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec les arbitrages difficiles que nous impose la lutte contre le terrorisme, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites. Mais ça se voit. Si vous allez en province et que vous quittez Ouagadougou, vous verrez que demandez à ceux qui sont dans des situations où leurs femmes sont à l'hôpital, elles accouchent et qu'elles sont entièrement prises en charge, ces personnes vous diront que les choses sont faites. Ça, c'est concret. Et ça, c'est un élément que toute l'Afrique nous envie. Et ça, c'est au quotidien. Allez dans les quartiers périphériques, demandez aux acteurs, ceux qui ont la chance d'être pris en charge au niveau de l'hôpital, pour leurs femmes et leurs enfants, vous verrez qu'il y a des choses qui sont faites qui ne se faisaient pas avant. Elle existe depuis janvier 2016. L'Association des compétences électorales africaines se définit comme un centre de professionnels et d'experts des processus électoraux à vocation régionale. Sa vision, ses missions et ses objectifs pour l'organisation de scrutins réussis en Afrique ont été dévoilés ce matin devant des journalistes, dont Kwame Hervé-Dapa. Sans plus tarder, sa vocation est sous-régionale, mais face à la presse ce 3 octobre, l'Association des compétences électorales africaines est très vite rattrapée par le contexte électoral national. Son président a été pendant plusieurs années commissaire de la CENI. Ceux qui ont connu l'ancienne équipe peuvent peut-être s'en assurer. Il était difficile de savoir qui était de l'opposition, qui était de la majorité en son temps. Si ce n'est un seul commissaire, et évidemment celui de la chefferie coutumière qui a son bonnet, quand vous rentrez à la CENI, vous ne pouvez pas savoir qui est de l'opposition. Par moment, ceux de la majorité même prennent position plus que ceux de l'opposition, et vice-versa. Donc il y avait une certaine culture là, une culture d'éthique. La culture de l'éthique, plus que les positions partisanes et politiciennes. Voilà les valeurs qui devraient impacter l'équipe actuelle de la CENI, dira l'association des CEA. Véritablement, nous sommes face à une situation critique de notre processus électoral. Et il faut aider la CENI de Burkina à jouer sa partition où les acteurs assument franchement leur rôle, sans confusion de cadre. La confusion des cadres, est-ce le cas du directeur général de l'ONU, aperçu à une réunion du MPP, le parti au pouvoir, alors qu'il est un acteur du processus électoral en cours? Alors, pour le cas précis du président, non, du DG donc de l'ONU, il n'est inscrit nulle part qu'il a, j'allais dire, une incompatibilité le concernant par rapport donc aux activités qu'il aurait à mener politiquement ou donc dans l'exécution de ses tâches administratives. Alors, la question qu'on pourrait se poser également, est-ce que les maires qui sont chargés de délivrer les extraits de naissance, document avec lequel le DG de l'ONU établit donc la carte nationale d'identité, on pourrait dire que les maires ne peuvent pas être donc des acteurs politiques ou participer donc à un meeting de leur parti. Je ne crois pas. L'Association des compétences électorales africaines dispose de points focaux dans plusieurs pays de la sous-région. Elle a pour vision d'être le creuset des compétences et d'experts pouvant appuyer les organismes de gestion des élections en Afrique. À quand l'Afrique? Cette question de Kizerbo reste d'actualité 15 ans après la publication de son livre. À quand la Guinée s'interroge en effet encore aujourd'hui les Guinéens après 60 années de souveraineté. Mais l'espoir reste de mise.
La Guinée célèbre ce 2 octobre le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. L'ancienne colonie française avait voté non au référendum du 28 septembre 1958. Les Guinéens espèrent encore que le pays va amorcer son développement après 60 ans et fera face à ses difficultés économiques. On se pose encore la question, quand est-ce que la Guinée va se développer, quand est-ce que la Guinée pourra sortir de cette pauvreté. En tout cas, j'espère qu'après, certainement, l'actuel régime, qu'il y ait un autre régime qui vient pour que la Guinée vraiment puisse retrouver une vie normale comme les autres pays. Aujourd'hui, les gens peuvent librement sortir et faire ce qu'ils veulent. En plus de ça, nous remarquons de cette indépendance de ces 60 ans, une jeunesse aussi qui a pris conscience de son niveau, de son état et qui compte vraiment faire changer les choses. Après l'heure du premier régime, nous avons vu avec Lansana Conté, Dadis, Konati et aujourd'hui Alpha Condé, je vois qu'aujourd'hui la position des jeunes Guinéens ou des Guinéens en général, nous n'avons pas un objectif parce que là nous tournons en rond et je vois ici que les 60 années d'indépendance jusqu'à présent n'ont pas encore fleuri comme on le pensait. Après 60 ans d'indépendance en 3 républiques, la Guinée peine à accroître et à rentabiliser convenablement ses activités socio-économiques. Malgré la reprise du secteur minier, les principaux défis restent le chômage et le manque de perspectives pour les jeunes, ainsi que la relance de l'agriculture. On en vient au mouvement d'humeur des étudiants en faculté de pharmacie de l'UFR Sciences de la Santé de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Une vingtaine de devoirs programmés en l'espace d'une semaine. C'en est trop pour nos futurs pharmaciens qui ont protesté assez violemment ce matin. Natacha Ouedraogo. La rentrée universitaire vient à peine de commencer et déjà, il y a de la tension à l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé, UFR-SDS. Ce matin du 3 octobre 2018, les étudiants en pharmacie ont déserté les salles de classe, boycottant des devoirs débutés depuis le 1er octobre dernier. Ils protestent contre le programme des compositions auxquelles ils sont soumis au sein de l'UFR. Selon ces étudiants, la programmation des évaluations est condensée, soit une vingtaine de devoirs en une semaine, ce qui pourrait influer sur leur performance. La programmation qui a été faite, elle est trop chargée et elle ne permet pas aux étudiants en tout cas de donner un meilleur rendement. C'est la raison pour laquelle on a sollicité de sa part pour que l'administration puisse nous permettre de composer. Les délégués de promotion, bien sûr, sont allés auprès des étudiants donner cette information. Les étudiants ont estimé qu'ils ne pouvaient pas composer selon ce programme-là. Et je pense, de promotion en promotion, tout le département de pharmacie aujourd'hui a arrêté la composition. Nous avons entrepris une campagne de sensibilisation auprès de l'ensemble des départements qui semblent ne pas être concernés par le problème pour que les étudiants comprennent dans tous ces départements-là qu'en réalité, tant qu'un département serait dans des problèmes, mieux vaut qu'on résolve le problème avant de composer. Selon les étudiants, des discussions auraient été entamées avec l'administration depuis le 7 septembre. Les autorités de l'UFR leur auraient promis de revoir le programme et de l'alléger. Mais le nouveau programme de devoirs sorti par l'administration le 24 septembre dernier a été jugé statique par les étudiants. On a à nouveau encore introduit notre demande d'audience. Et finalement, le 28, les compositions qui devaient commencer le 1er octobre, le 28 septembre, l'audience nous a été accordée. Et la directrice a introduit l'audience, mais elle a laissé le soin au DA, le directeur adjoint de l'UFR, de continuer les échanges avec nous et que les décisions allaient sortir là et elle allait les prendre en compte. Ce qui avait été arrêté, c'est qu'en réalité, l'administration allait permettre à ce que les promotions inférieures, c'est-à-dire les cycles licence, on ajoute 3 jours de plus à leur composition. Au lieu qu'ils finissent maintenant le 8, ils allaient finir autour du 11. Et qu'on leur permettait d'aménager leur programme selon leurs souhaits. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre une matière que l'administration avait programmée au début, l'amener à la fin, pour peu qu'ils restent dans l'intervalle de temps prévu. Maintenant, pour les promotions de master, la doléance des étudiants au début, c'était qu'ils ne composeront qu'à partir du 15 octobre. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La directrice de l'UFR ainsi que les enseignants auraient rejeté purement et simplement la proposition des étudiants. Conséquence, la composition a débuté le 1er octobre.
et les étudiants qui ne composeront pas auront 0 sur 20. Une décision loin de dissuader les étudiants qui entendent en tout cas poursuivre la lutte jusqu'au bout afin d'obtenir gain de cause. Approchée, l'administration n'a pas voulu se prononcer sur le sujet. Plus de peur que de mal au complexe scolaire de la Croix-Rouge à Ouagadougou. L'établissement a été racheté par un particulier, mais pas de licenciement de personnel, encore moins de fermeture des classes pour cette année scolaire, comme le craignaient certains parents d'élèves. Natacha Ouedraogo. Il est très difficile actuellement pour les parents de trouver une école adéquate pour leurs enfants au regard du peu de temps qui reste avant la rentrée. Ensuite, les enfants sont très attachés à leurs enseignants, toute chose qui pourrait les désorienter. Enfin, les responsables de la Croix-Rouge ont ignoré le but premier d'une école, qui est l'éducation des citoyens de demain et non se focaliser sur la réalisation d'énormes profits. C'était le 1er septembre dernier. Les parents d'élèves du complexe scolaire de la Croix-Rouge avaient des inquiétudes après l'annonce de la mise en location-vente de l'école. Ils créaient un licenciement de l'ensemble des enseignants. Nous sommes le 3 octobre, 3e jour de la rentrée des classes. Le constat sur le terrain est tout autre. L'école est bien fonctionnelle. Les élèves ont repris les cours. Aujourd'hui, on a fait la lecture. On nous a montré l'emploi du temps. D'autres sont en récréation et les enseignants ne sont pas virés. Sinon que notre rentrée s'est bien passée. Les cours ont commencé, tout se passe bien. Je peux rassurer déjà les DOR et déjà les parents que tout se passe bien. Et les cours se poursuivent, l'école n'est pas fermée. Et l'école est seulement sous location, elle est en location-gérance. Et nous avons bien commencé les cours, tous les enseignants sont là. Nous ne nous plaignons pas, en tout cas ça va. Vous voyez autour de moi que nous avons des enfants qui sont joyeux d'être là avec les anciens enseignants. Le nouvel acquéreur gérant de l'école que nous avons rencontré rassure lui aussi. La scolarité est toujours en l'état, mais pas que. Nous allons faire, c'est éduquer les enfants. Ce que je peux dire aux parents, c'est que nous nous inscrivons ici dans l'amélioration continue. Nous allons faire en sorte que les enfants soient très bien éduqués, que ce soit les hommes de demain que nous préparons. Vraiment, rien ne va changer. Ce qui va changer, c'est l'amélioration. Suite aux inquiétudes, des parents d'élèves ont déjà inscrit leurs enfants ailleurs dans d'autres établissements. La directrice du complexe scolaire de la Croix-Rouge lance donc un appel à ceux qui sont toujours à la recherche d'écoles, que le complexe scolaire de la Croix-Rouge est bel et bien en marche. Le corps enseignant de l'école de Béguéyan, à une dizaine de kilomètres de Tanguinda-Souris, les élèves et leurs parents peuvent se réjouir. L'année scolaire 2018-2019 commence sous de bons auspices. Grâce à un fils de la localité, l'établissement vient d'être électrifié. Romo Kweta a été témoin lundi de la réception de l'installation électrique. Voici son témoignage. De la lumière et des brasseurs nouvellement installés dans cette salle de classe. Après 7 années de fonctionnement sans électricité, c'est le soulagement pour les élèves de l'école de Béguéyan, village situé à une dizaine de kilomètres de Tanguinda-Souris, à la sortie ouest de Ouagadougou. 6 plaques solaires d'une puissance de 1 watt crête posées sur le toit du bâtiment et qui permettent d'alimenter les 6 salles de classe en électricité. Ces installations solaires sont le fruit de la collaboration entre Blaise Laurent Caboret, fils du village, et ses amis belges, Lucien et Lucie Routeur. L'idée du projet remonte à juillet 2017, lors de la cérémonie de clôture de l'année scolaire. Laurent Blaise nous avait parlé des bons résultats qu'ils obtenaient à l'école. Et quand nous sommes arrivés ici, nous avons vu que pour finir, il y avait quand même des lacunes. Et nous nous sommes dit que si les enfants pouvaient travailler le soir pour faire leurs devoirs, etc., c'était intéressant. C'est pour ça que nous avons choisi d'offrir cette installation d'éclairage solaire, parce qu'une fois que l'installation est faite, il y a peu de frais à l'exploitation. L'école, c'est la lumière, dit-on. Et apporter la lumière à la lumière n'a pas de prix, surtout lorsqu'il s'agit de ses jeunes frères et sœurs.
C'est ce que pense celui qui est à l'origine du projet. Nous avons posé cet acte pour que ces enfants puissent plus tard faire mieux que nous. C'est ce que nous souhaitons et je crois que toute la satisfaction que nous tirons des actes que nous posons, c'est de savoir que la postérité est assurée. Le projet a coûté environ 5 millions de francs CFA. L'installation électrique a été entièrement réalisée par Kulga Kaboré, également fils du village. Il fut élève de l'actuel directeur de l'école. Aujourd'hui, ingénieur en énergie renouvelable, il met ses connaissances au profit de sa communauté. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de revenir dans mon village. Voilà, parmi mes anciens faire ce beau travail. Voilà, ça me tient vraiment droit au cœur, je suis content. Les autorités locales en charge de l'éducation pensent qu'au-delà des élèves, cette électricité pourrait profiter à toute la communauté. Les jeunes également devront pouvoir mettre à profit la disponibilité de l'électricité pour organiser des cours du soir, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études très tôt. Et au niveau de l'alphabétisation, les cours d'alphabétisation peuvent être également développés ici, les soirs, au profit des jeunes et des femmes du village. Les premiers responsables de l'établissement sont invités à mettre en œuvre des initiatives génératrices de revenus qui vont permettre d'entretenir ce joyau. L'énergie renouvelable, un des secteurs privilégiés de l'économie verte. Depuis ce 2 octobre, la capitale burkinabé fait la promotion de ce modèle économique qui obéit, selon les experts, aux principes du développement durable. Rémi Lambert-Nébier. 3 événements d'envergure internationale dans la capitale burkinabé en l'espace d'une semaine et qui vont cristalliser les débats sur le concept de l'économie verte. L'initiative Sweet Africa Green, le Rebranding Africa Forum et le Global Green Growth Institute offrent l'opportunité au ministère burkinabé en charge de l'économie verte de faire de Ouagadougou en une semaine le centre de réflexion sur les enjeux, la dynamique et les défis liés à l'économie verte dans le monde. Plus spécifiquement, il s'agira de susciter des débats entre les principaux acteurs du changement en Afrique sur la question de l'économie verte. Fournir des sessions de renforcement des capacités techniques sur l'économie verte et les changements climatiques. Présenter des produits de l'entrepreneuriat vert en Afrique et mettre enfin en exergue les opportunités de mobilisation de ressources pour le financement de la lutte contre les changements climatiques et de la transition de l'Afrique vers une économie verte et inclusive. L'enjeu principal de la semaine est d'obtenir l'adhésion et l'engagement de tous les acteurs du développement de notre continent au processus de transition de l'Afrique vers une économie verte inclusive. Décideurs politiques, experts de la question de l'économie verte et acteurs de la société civile d'une dizaine de pays et d'une soixantaine d'entreprises prendront part à cette semaine de l'économie verte du 2 au 6 octobre. Le Burkina Faso, qui compte capitaliser les conclusions de ces rencontres au profit de sa politique en la matière, vient de recevoir une distinction du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, pour son leadership dans la gestion de la protection de l'environnement en Afrique. Les 96 heures de la région du centre pour terminer une série d'activités sportives et de sensibilisation au profit de la population. Le top de départ a été donné ce matin à travers une opération de collecte de sang. Madina Sienou. Aux premiers instants de cette séance de collecte de sang, le gouverneur de la région du centre et le président du conseil régional du centre donnent l'exemple. C'est environ 450 millilitres de liquide précieux qui seront prélevés chez ces 2 premiers donneurs. Outre ces personnalités, il y a aussi ces hommes et femmes qui ont répondu présents à l'appel du gouvernorat du centre. Un seul objectif les anime tous, sauver des vies. On dit donner son sang, c'est sauver une vie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de nos structures sanitaires, quelquefois il y a un manque criard de sang. Et c'est dans ce cadre-là que nous n'avons pas hésité à venir donner notre sang avec satisfaction. Alors c'est surtout l'esprit de vouloir sauver des vies, surtout en cette période de saison hivernale où les cas de paludisme sont très développés. Cette activité de don de sang entre dans le cadre des 96 heures du gouvernorat du centre. Durant 4 jours donc,
La population de la ville de Ouagadougou et les agents de l'institution pourront fraterniser autour de diverses activités sportives et sanitaires, comme ce dépistage des troubles visuels et corrections. Toutes ces activités, c'est pour justement amener la population à comprendre que la paix est essentielle. Et sans cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Et alors que nous aspirons en tout cas à une vie meilleure, à une vie en tout cas où chacun se plaira. Donc, et pour donner cette vie-là à notre population, il faut qu'on s'attrape, il faut qu'on se mette la main dans la main pour avancer, pour travailler au développement de cette région. L'édition 2018 des 96 du gouvernorat du centre se tient sous le thème « Promouvoir la paix, la cohésion sociale et le civisme », un défi à relever pour un développement participatif et durable de la région du centre. Il suffit parfois d'un mot de quelqu'un qui croit en vous pour vous remettre au monde. Si seulement vous saviez combien de fois vous avez sauvé des vies, rien qu'avec des mots aimables ou juste avec un sourire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots. Quelqu'un, quelque part, se laisse mourir sous le poids des épreuves et n'attend peut-être qu'un mot, un bout de phrase pour reprendre espoir et confiance en la vie. Merci de garder cela à l'esprit. Merci encore pour votre fidélité renouvelée à ce rendez-vous. À demain.